Bien, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux pour cette première rencontre en visioconférence du Festival littéraire Hors Limite, organisée par l'Association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis, et donc cette rencontre avec la médiathèque de Gagny. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui de rencontrer Mara Fouquet pour parler de son roman 77, ou plutôt devrais-je dire 77, comme le département limitrophe du nôtre. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Martine Castillo du comité de lecture de la médiathèque de Gagny. Et j'en profite aussi, avant de commencer la rencontre, pour remercier l'Association des bibliothèques en Seine-Saint-Denis, et donc Hélène et Sébastien, pour leur précieux travail et pour l'organisation de cette rencontre. Donc, eh bien, je vais aussi me présenter. Donc, moi, je suis Thomas, bibliothécaire à la médiathèque de Gagny. Mara Fouquet, comme je disais, Bonjour. nous allons parler de votre roman 77, une belle Ouais. couverture avec un pneu et une grenouille. Alors, ce roman donc, porte le nom de votre département de naissance, le 77. Donc, est-ce un peu, moi quand j'ai lu ça, j'avais un peu l'impression d'un roman d'ethnologie en fait, une sorte d'étude d'un territoire et plus particulièrement de la jeunesse qui vit dans ce territoire. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? Ouais, le terme ethnologie. Je crois que j'avais lu un livre quand j'étais adolescent. Je crois que ça s'appelait L'ethnologie est un sport dangereux. Je crois que c'est ça. D'ethnologie. Ce que j'aime pas trop avec ce terme, c'est qu'il y a un côté d'étude, comme si on prenait un objet d'étude qui serait l'humain. Là où j'ai réellement voulu justement ne pas être dans une distance. Alors peut-être que je me trompe sur la signification d'ethnologie, mais voilà, j'ai pas voulu être dans une distance, j'ai surtout voulu euh, aimer chacun de mes personnages. Lorsque je lisais ou je survolais des bouquins qui parlaient de ce qu'on appelle aujourd'hui le périurbain, qui est un terme très à la mode, le périurbain, j'avais toujours l'impression que soit on faisait passer ces gens desquels je faisais partie pour des rustres, pour des moins que rien, pour des ultra violents, et j'ai voulu justement avoir un regard le plus amoureux possible de ces personnes, de ces endroits, et amoureux, mais avec un genre un peu d'amour vache, qui est un peu l'amour, je pense que je porte à ce département, à mon département d'enfance. Mais effectivement, il s'agit de dresser au travers d'un personnage principal sous une capuche, sous un abribus, au bord d'une route, de dresser un peu le portrait de tout le village et de toute cette partie du département avec lui. Ouais. Donc, pour reprendre un petit peu sur votre roman, donc on a Ouais. un personnage à l'abribus avec une capuche, qui est le narrateur du roman ici, et donc dans tout ce qui est dit, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que les relations sociales dans cet univers, en fait, assez clos, parce que c'est le village, l'arrêt de bus, la route départementale, les relations sociales sont très dures et se font sous le prisme du rapport de force. Ouais. Ouais, ouais. Mais je crois que c'est vrai partout dans la société. Je crois qu'aujourd'hui, on est je sais pas comment c'était avant, donc je peux pas dire avant, mais aujourd'hui, en tout cas, on est je crois, dans des permanents rapports de force, des rapports de force entre les genres, des rapports de force entre les différentes classes sociales, des rapports de force racistes, enfin, on est dans des permanentes frictions où on est sans cesse rappelé à une identité qui nous est foutue sur le dos, qui nous est assignée, et on est sans cesse en train d'essayer de devoir se débattre avec ça, ou alors l'accepter totalement, et donc accepter totalement les rapports de domination. Mais on m'a souvent posé comme question, est-ce que vous pensez que dans la ruralité ou dans le périurbain, il y a plus de rapport à la virilité, il y a plus... Mais je crois pas, je crois juste que ça s'exprime différemment. Mais je crois que j'aurais pu écrire le même roman si j'avais grandi dans un milieu très bourgeois du 16e parisien. J'aurais pu écrire, je crois, le même roman. Il n'y aurait pas eu les mêmes couleurs, il n'y aurait pas eu les mêmes odeurs, il n'y aurait pas eu les mêmes bruits.
mais le fond aurait été le même, je crois. Mhm. C'est juste le paysage quoi qui change, et tout l'intérêt pour moi c'était aussi de faire en sorte que ce paysage du Sud 77, du Sud 77 devienne un personnage à part entière et devienne presque le personnage principal au fur et à mesure du roman. Et, et voilà, je crois que parce que c'était le Sud 77, les rapports de force ont pris cette couleur-là, mais sinon ça aurait pu être d'autres couleurs. Mhm. Donc justement, on sent qu'il y a aussi l'idée de construction de soi, du personnage. Donc le narrateur, il parle en fait de la façon dont il se construit aussi, donc par rapport au monde, par rapport aux autres, dans un âge qui est l'adolescence. Et on a cette injonction à la virilité. Donc vous parliez tout à l'heure du rapport homme-femme. Et justement, construit un rapport aux femmes assez désastreux, notamment avec son copain, là, le grand Kevin, qui lui fait une sorte d'éducation sexuelle, mais pas forcément la même qu'on a à l'école ou au collège. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça aussi, de cette construction dans l'adolescence? Ouais, bah, enfin moi, ce qui m'intéressait dans l'adolescence, c'est qu'effectivement, c'est le moment où où tout se pose, où les fondations se posent. Et j'ai l'impression, enfin en tout cas en ce qui me concerne, que les fondations ont été posées sur un marécage, quoi. Et donc ça ne pouvait que s'enfoncer ensuite. Et c'est ce qui arrive à ce personnage principal, c'est qu'on lui pose des fondations totalement vrillées, invivables. Mais je crois que c'est le cas de beaucoup de jeunes gens et surtout de jeunes garçons. Ça me fait penser, quand j'étais ado, pré-ado, il y a ce livre qui était sorti, il faudrait que je le relise pour voir s'il dit pas trop de bêtises. Il y avait le guide du zizi sexuel de Zep. Et je crois que ça a fixé beaucoup de choses. Et ça serait intéressant de le rouvrir pour voir s'il n'y a pas trop de conneries, pour dire les choses grossièrement, écrites là-dedans. J'aimerais bien le retrouver pour voir. Mais oui, il lui fait une sorte de guide du sexuel hardcore, quoi. Du guide du dominant, du guide du prédateur. Et je crois que en fait, c'est souvent l'argument de gens d'extrême droite de dire je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Lui, en quelque sorte, il dit tout haut ce que tout le monde domine tout bas, quoi. C'est-à-dire c'est à l'homme de prendre, l'homme prend, la femme est une citadelle, il faut l'assiéger, et c'est des choses qui lui dit de manière très crue, mais qui sont en fait sans cesse susurrées dans notre société, qui sont susurrées dans les publicités, qui sont susurrées dans les rapports, dans un sexisme dit ordinaire, et qui sont toujours aujourd'hui, je crois, qui font légion et qui sont la norme. On est tout, enfin, moi, ce qui m'effraie le plus, c'est de voir que malgré tous les mouvements non pas forcément de prise de parole, mais d'un seul coup d'écoute, parce que je crois que les personnes qui parlent depuis toujours, et les enragés hurlent depuis toujours, mais jusqu'à maintenant, tout simplement, elles n'étaient pas écoutées. Mais depuis ces mouvements d'écoute, ce qui m'effraie, c'est que on est passé dans une deuxième phase par rapport à ça, une phase de récupération. Ça, c'est la grande force du patriarcat et du capitalisme, je crois, c'est d'arriver même la rage d'arriver à la rebouffer, et donc on va avoir des hommes qui se disent féministes et donc qui deviennent inattaquables. On va avoir des Pierre Ménès qui vont dire que non, en fait, on peut plus rien dire, mais que c'est pas ce qu'ils voulaient. Voilà, on est toujours dans les mêmes. On arrive, je crois pas exactement à s'en sortir. J'espère qu'on va y arriver, mais je crois qu'on y est toujours. On est dans une grande tension, en fait, et une certaine forme de polarisation aussi dans les rapports qu'on peut avoir, que ce soit au travail. Ouais, mais moi je me méfie de ce terme polarisation, parce que très souvent ce terme polarisation, il cache quoi? Il cache un truc de dire
attention, on tombe dans deux camps. Il y a pas de camp. Il y a juste des personnes qui ont droit au chapitre et d'autres qui ouvrent leur gueule alors qu'ils n'ont pas droit au chapitre. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, on va reprendre cet exemple qui est d'actualité, de Pierre Ménez, lorsqu'une personne dit « j'ai été blessé par cet acte », en fait, l'autre n'a pas son droit au chapitre. Il n'y a pas de polarisation. Il y a juste une parole qui est légitime et l'autre qui est la parole du pouvoir en place, qui est la parole de l'ordre en place, et qui, en fait, à un moment donné, je crois que, enfin, je crois que sur tous les aspects, que ce soit les aspects sociaux, les aspects climatiques, les aspects, enfin, tout, on est à un stade où, mine de rien, il y a un modèle qui est en place depuis je ne sais combien de siècles qui ne fonctionne pas. Et donc, toutes ces personnes qui sont de l'ordre établi devraient juste fermer leur gueule, parce que ce qu'ils proposent ne marche pas. Le patriarcat ne marche pas, le patriarcat ne marche pas, le capitalisme ne marche pas, la surconsommation des ressources de la planète ne marche pas, tout cet ordre social ne marche pas, donc qu'ils se taisent et qu'ils laissent la place aux autres. On se perd un peu dans la discussion. Oui, c'est intéressant, justement, si vous me permettez. Parce que vous parlez de surconsommation, de destruction de la planète, et justement là on va retourner donc dans le roman, parce qu'il y a quelque chose, donc c'est intéressant. On en parlait aussi tout à l'heure un peu entre nous. Dans la Seine-et-Marne, c'est une région céréalière, c'est une région d'agriculture intensive. Donc on voit des personnages qui grandissent en milieu périurbain, au milieu de ces paysages censés être la campagne, mais en fait il n'y a pas de nature. La nature n'apparaît pas d'une certaine manière, ils sont comme aliénés par la nature. Et est-ce que cette aliénation aussi, de ne pas avoir d'autres alternatives que finalement la consommation, c'est ça aussi qui crée le mal-être des personnages et qu'on a dans votre roman? Parce qu'il y a, moi, j'ai pas vu d'espoir dans votre roman. En fait, j'ai vu que de la noirceur, des personnages qui n'ont pas d'objectif vraiment, qui n'ont pas de raison en fait de vouloir construire quelque chose. Donc est-ce que ça c'est lié aussi à ce paysage qui est complètement ravagé par l'agriculture intensive Alors ouais, déjà donc la Seine-et-Marne c'est de la culture céréalière. Et c'est aussi d'autres genres de culture assez spéciales. Par exemple, c'est en Seine-et-Marne qu'on fait pousser les pelouses du Stade de France. Pour moi, c'est assez représentatif comme genre de culture. Mais je crois aussi que ça vient de la génération, de ma génération, donc les années 90. J'ai l'impression que dans les années 80, il y avait une espèce de surconsommation débordante et exaltée. Et magnifié, quoi. Il y avait une espèce de truc, il n'y a qu'à voir les films des années 80, enfin, il y a un truc, c'est génial la consommation, quoi. Et moi, c'est juste après, c'est les années 90, donc il y a un truc on est dans la surconsommation, c'est comme ça ne peut pas se discuter, et en même temps, on commence à en ressentir les premiers problèmes, les premiers dysfonctionnements. Et donc je crois que ça reflète peut-être à la fois ce paysage, cette génération, et effectivement c'est un roman assez sombre, mais je crois qu'il y a, j'espère qu'il y a quelques lueurs de lumière. Ça a été un peu mon but, surtout dans la deuxième réécriture, d'essayer d'y mettre des petits endroits d'éclaircie, quoi. On a un personnage, justement, donc vous parliez tout à l'heure, on parlait des relations hommes-femmes, donc un des rares personnages féminins du roman, c'est la fille Novembre, notamment, qui est justement même si elle n'a pas on sent que elle, d'une certaine manière, c'est une fille qui se bat, qui se débat avec ses moyens dans cet univers-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ouais, la fille Novembre, c'est... je vous disais tout à l'heure que le personnage principal, c'est peut-être la Seine-et-Marne. Et s'il y a un personnage principal qui serait plus un personnage, ce serait plus elle, en fait. Le narrateur, enfin la première voix n'est quelque part que le narrateur. Le personnage qui tient l'histoire, qui l'emmène ailleurs, c'est vraiment la fille Novembre. C'est un personnage qui tient tête,
C'est d'ailleurs la seule qui tient tête, la seule qui résiste, qui refuse, qui tient bon. Et c'est quelque part aussi, on parlait d'espoir tout à l'heure, c'est peut-être celle qui amène le plus d'espoir dans tout ça. C'est une force de la nature, quoi, la fille novembre. Que dire de plus? Quand j'ai écrit en fait ce livre au tout début, elle était pas. En fait, je me suis rendu compte que par rapport aux autres personnages, je l'hypersexualisais dans la première écriture. Et je me suis dit à un moment donné, mais c'est pas juste quoi c'est le seul personnage que je sexualise. Et si j'inversais les choses? Et donc je me suis mis à sexualiser le grand Kevin, la manière dont son boxer moule ses fesses quand il descend du bus, à sexualiser le traître à certains moments, sa bouche, son regard. Et déjà pour moi, bon, ça a été génial parce que j'ai découvert tout un pan que je soupçonnais pas, que je me soupçonnais pas, qui était d'écrire justement une sexualisation de personnages dits masculins. Et puis d'un seul coup, en fait, le regard que posait le narrateur sur la fille novembre ne pouvait plus être le même. Et ensuite, elle a tracté le roman ailleurs, quoi. Voilà, c'est un personnage qui m'est très cher, qui m'est très très cher. Alors pour parler aussi d'autres personnes qui peuplent cet espace géographique, le 77, alors vous parlez beaucoup des vieux, vous parlez beaucoup des jeunes. Et entre les deux, on parle moins en fait de cette génération. Donc entre les personnes très âgées, il y a le père Mandrin, l'agriculteur, il y a donc les adolescents du village, et leurs parents, bon, ils apparaissent plutôt par le père violent de la fille novembre, ces gens comme ça. Pourquoi avoir insisté plus justement aussi sur les vieux, en fait, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'ils sont dit, c'est comme ça que vous le dites dans le livre. Ouais. On reprend le terme utilisé dans le livre. Mais c'est étrange, quand je pense à mes souvenirs d'enfant, justement, dans le 77, c'est vraiment comme ça que je voyais les choses, quoi. Il y avait un truc de... le village appartenait un peu, aux très jeunes ou aux très vieux. Pourquoi? Je pense parce que les adultes, les adultes plus jeunes que les vieux, n'étaient pas là. Ils étaient au travail. Donc ils étaient soit sur Paris, soit dans les villes un peu plus grosses que Vernoux-la-Selle-sur-Seine. Donc ils n'étaient pas là. Donc en fait, la journée, le week-end, les vacances, la rue appartenait à qui? Appartenait aux jeunes, à notre petite bande de jeunes et aux très vieux. Donc bien sûr, l'opposition se faisait naturellement. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que, et c'est notamment le personnage de la vieille, c'est que elle est la mémoire de ce village et elle a une mémoire qui part en vrille. Pour moi, c'était une image juste de ce qu'était ce territoire, c'est-à-dire un territoire qui a pas réellement d'identité. Il n'y a pas de patois sénémarnais, il n'y a pas de folklore sénémarnais, il n'y a pas de tradition sénémarnaise. Là où je me suis souvent dit quand j'étais plus jeune, ça aurait été mieux, par exemple, bon déjà, ça aurait été mieux si j'avais été parisien, parce que je me disais là-bas il y a plein de choses, puis même ça aurait été mieux si j'avais été breton, ça aurait été mieux si j'avais été marseillais, ça aurait été mieux si j'avais été... Parce que ils ont une identité. Et nous, c'est quoi notre identité? Et j'avais souvent ce truc-là c'était la grande époque d'MTV. Et je regardais la chaîne MTV et sur MTV, il y avait du skate. Alors, du coup, je m'étais débrouillé pour avoir un skate. Et puis, une fois avec mon skate dans la rue, je me suis rendu compte que la rue était toute défoncée, que si je voulais me mettre sur un rebord de mur, c'était le rebord de mur du voisin, il allait gueuler, donc c'était pas possible. Il y avait du graffiti. Bon, alors le graffiti, t'es avec ta bombe de peinture, si tu veux taguer quelque chose, c'est forcément le mur de quelqu'un. Pas possible. J'écoutais du rap, c'était la grande époque du groupe Sniper. Bon, Sniper, j'adorais ce qu'il disait, mais je regardais autour de moi, ça correspondait pas du tout à ce que je vivais. Donc en fait, ça pour tous les trucs, il y avait pas de... Il y avait pas d'image, il y avait pas de musique, il y avait pas de culture en fait qui correspondait. Et donc pour revenir aux vieux,
Bah voilà, ils sont là depuis très longtemps. Ils sont la mémoire de ce village, ils sont l'identité de ce village, et en même temps, on les voit très peu, ils sont chez eux. Certains perdent la mémoire. Et donc pour moi, voilà, ça parlait vraiment de ce qu'est ce territoire qui devient de plus en plus un territoire dortoir. Voilà. Quelque chose qui est assez, je trouve, représentatif de ça dans le roman, c'est l'événement de la fête foraine, en fait. On a l'impression que la fête foraine, c'est le grand événement qui se passe. Ah oui, oui. Moi, j'adorais la fête foraine. J'adore toujours les fêtes foraines. Je suis toujours un grand fan de fêtes foraines. Et j'adorais ça parce que c'était le feu d'artifice, quoi. Là, d'un seul coup, il y avait quelque chose qui venait dans le village. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas à tanner nos parents pour qu'ils nous emmènent quelque part, on pouvait y aller nous-mêmes. Et c'était le grand moment, la réunion, puis le moment pour les jeunes. C'est-à-dire qu'il y avait des festivals, des micro-festivals de la gastronomie, de la peinture, il y avait des soirées pour le club du troisième âge. Il y a un moment d'ailleurs dans le livre, il y avait des fêtes organisées par les associations, enfin l'association de fêtes du village, mais qui était plus à destination des. Par exemple, il y avait la paella, la soirée paella, mais qui n'était pas à destination des jeunes. La fête foraine, c'était pour nous. C'était notre royaume, quoi. Et j'ai vraiment voulu l'écrire, ce passage-là, parce que, et même s'il est très violent dans le livre, parce que se passaient aussi des choses très violentes lors de la fête foraine, parce que la fête foraine, il y a des armes factices, il y a plein de choses qui se jouent. Mais voilà, c'était le moment de libération. Ouais. D'accord. Avant de passer la parole à Martine, qui va poser des questions sur la forme, sur l'aspect formel du roman, juste pour conclure cet aspect sur le fond, le contenu. Donc il y a quand même une forte, on le sent d'ailleurs quand on discute avec vous, c'est un roman qui a une forte dimension autobiographique, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y avait aussi un besoin, c'est souvent quand on fait un premier roman, besoin d'exorciser quelque chose, aussi de sortir une rage, ou quelque chose comme cet ordre-là? Alors, autobiographique, oui et non. Dans le sens où, et d'ailleurs, dans les remerciements, je commence par dire ça, par dire que j'ai jamais vécu ce que mes personnages ont vécu, et que j'en aurais pas eu la force de les traverser. Bien sûr qu'il y a des éléments que j'ai vus, que j'ai vécu, que j'ai entendu, que j'ai observé, mais ça m'intéresse pas, en tout cas aujourd'hui, peut-être plus tard, mais aujourd'hui ça m'intéresse pas d'écrire un truc autobiographique. Pourquoi? Parce que je crois que tout ce truc de l'autofiction, les réseaux sociaux font ça très très bien. Pas besoin d'écrire un roman pour faire de l'autofiction, il suffit de s'ouvrir un compte Instagram et on peut se faire de l'autofiction. Et moi ça m'intéresse très peu, les gens qui écrivent des bouquins d'autofiction. Parce que je crois que le roman il permet une distance qui est nécessaire et qui permet de voir d'un peu plus loin et du coup un peu plus loin. Bien sûr que j'avais envie d'écrire des choses, bien sûr qu'il y avait une rage, bien sûr qu'il y avait des choses à exorciser, mais j'ai toujours essayé de prendre le plus de soin pour les mettre le plus à distance possible. C'est-à-dire qu'au début du roman, j'ai pris un décalage de 5 cm avec la réalité, ce qui fait qu'à la fin du roman, j'avais un décalage de 400 mètres, 500 mètres, peut-être 1 kilomètre avec la réalité. Et c'est ce décalage, je pense, qui a permis qu'on soit pas dans un trifouillement de trauma, mais plus dans quelque chose de plus large et qui puisse, j'espère, toucher plus de monde et qui puisse, moi, me permettre aussi de travailler à distance. C'est comme je sais pas, c'est comme la métaphore va être très maladroite, j'en suis désolé, j'en trouve pas d'autre, mais c'est comme un agent de police qui travaillerait sur une affaire qui lui est trop proche, d'un proche à lui. Il serait pas objectif, donc il pourrait pas travailler. De la même manière, si j'avais parlé que de moi, j'aurais pas pu travailler avec justesse, je crois. Très bien, merci pour. Donc, je vais passer la parole à Martine maintenant. Bonjour, donc Bonjour. je suis Martine et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre roman.
sur le 7-7, hein, j'ai retrouvé effectivement beaucoup de jeunes que j'ai fréquentés dans le 9-3 aussi. Et plus qu'un roman autobiographique, moi je pensais plus à un roman d'apprentissage. Mais ce qui m'a vraiment intéressé aussi dans votre livre, c'est la manière d'écrire. Et en particulier, ce qui m'a vraiment attiré mon attention, c'est ce phénomène des couleurs. C'est-à-dire que le jeune est à l'arrêt de l'abribus. On est comme dans une pièce de théâtre. Il est là, et le bruit, c'est les voitures qui passent. Et justement, j'avais l'impression qu'il y avait une certaine symbolique dans ces couleurs, puisqu'il y a beaucoup de gris, beaucoup de métallique. Mm. Et je pensais que c'était un peu par rapport au bitume, par rapport au paysage également. Alors peut-être je me trompe et Non, j'aurais ben, voulu, oui, j'aurais voulu savoir votre pourquoi vous avez choisi ces couleurs en fait. alors dans la première version, il y avait plus de couleurs. Et puis à un moment donné, je me suis quand même posé au bord d'une route et j'ai regardé. Et, euh, et je me suis rendu compte déjà qu'il y avait beaucoup moins de couleurs de voitures que ça, qu'on était très souvent dans du métallisé. Puis moi, ça m'allait bien parce qu'en fait, métallisé, ça sonne bien. En tout cas, moi, ça me plaît comme sonorité métallisée. Et donc, il y a eu plus de métallisé. Et effectivement, ça parle un peu plus, je trouve, de ce territoire. Il y a donc ce gris bitume, mais en même temps, métallisé, ce que j'aime bien, c'est que c'est l'appel de lumière. Métallisé, ça reflète la lumière. Donc il y avait comme ces espèces de véhicules de lumière qui passaient. Et par rapport aux voitures, vous avez tout à fait raison, c'est une pièce de théâtre. Moi j'avais besoin de ça au début pour me rassurer dans l'écriture. C'est-à-dire que j'avais besoin d'un lieu fixe. J'avais besoin quelque part d'une unité de temps, une unité de lieu, quelque chose de très simple, de très basique, qui moi me rassurait parce que j'avais peur de me perdre. Et donc là, je savais où je pouvais revenir. Et je revenais donc sur ce banc, sous cet abribus, dans ce cadre, parce qu'on a réellement affaire à un cadre, comme un cadre de tableau, et aussi comme j'avais en tête les oracles dans la Grèce antique, avec ce cadre qu'on délimitait souvent au ciel. Et donc si une mésange passe de ce coin-là à ce coin-là, on va faire la guerre. Si c'est un corbeau, on fait pas la guerre. Et, euh, et j'avais ce truc-là, quoi. Et lui, il est face à une espèce d'oracle. C'est d'ailleurs le jeu de la vache, où si c'est une voiture rouge qui passe, j'aurai un fusil à pompe à billes. Si c'est une voiture bleue, j'aurai rien du tout. Et donc voilà, ce truc-là de d'oracle contemporain, quoi. Et ça me faisait rire de me dire que quelque part les oracles de la Grèce antique, c'est peut-être aussi parce qu'ils s'ennuyaient cruellement et que bah, eux, ils s'emmerdent à en mourir et donc ils inventent des choses comme ça, quoi, qui viennent peupler et rythmer le récit. Et il y avait aussi ces voitures qui passent, c'est un moteur pour le récit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une voiture passe, le narrateur revient au présent, il reroule un joint et il repart dans le passé. Et la voiture passe, présent, clac, on repart dans le passé, présent, et voilà. Et il est sans cesse entre le présent et le passé, jamais dans le futur. Et ce qu'il ramène dans le présent, c'est ce truc extrêmement bref, cette espèce de flash de couleur ou flash de lumière. Et ensuite, il y a cette terre, quelque part, qui se roule, qui l'emmène dans la terre, qui regarde, et qui l'emmène vers le passé. Alors là, justement, à propos du roulage de joint, lorsque j'ai lu le livre aussi, j'ai pensé exactement à une montée de haches, Mm. c'est-à-dire que les pensées sont de plus en plus rapides, elles vont au rythme des voitures, comme vous le disiez, et puis après il y a la descente. Alors on est obligé de reprendre un autre joint et de bédaver, puisque vous utilisez le vocabulaire pour ce genre de choses. Donc
J'ai vraiment eu l'impression de vivre un voyage comme ça, une illusion à travers le joint. Ouais. Je voulais avoir votre opinion aussi là sur, enfin votre opinion. Est-ce que vous avez voulu faire ça ou Ouais. bien je me trompe complètement Non, dans c'est cette carrément ça. interprétation? Non, c'est carrément ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le côté parfois très onirique qu'il peut y avoir, et très détaché, et puis parfois aussi d'extrême lucidité. Quand on fume, d'un seul coup, peut y avoir un moment très très court, mais un moment d'extrême lucidité. Et j'avais envie qu'à chaque fois, dans chaque passage, il se perd, il se perd, il se perd, et d'un seul coup, clac, il trouve un truc qui est sensiblement très très sensé. Et puis il le repère. Et puis du coup, il faut en reprendre un autre pour essayer d'attraper quelque chose, et puis il le repère. Ça m'intéressait. Et puis ça, c'était aussi, j'avais vraiment envie et notamment ça se retrouve dans le fait qu'il n'y ait pas de chapitre, qui est que les couleurs qui donnent le chapitre, qu'il n'y ait pas de paragraphe, on est sur des blocs, c'est de perte de notion de temps, de perte de possibilité de respiration, et donc de rentrer dans une expérience de livre plutôt que dans une lecture d'une histoire. Et d'être vraiment, lorsqu'on ouvre le livre, si on est attrapé par le livre, d'être vraiment dans une expérience. Et pas de perdre un petit peu tous ces repères par rapport à l'objet livre, par rapport à la lecture, et de proposer autre chose que juste une lecture, que juste une histoire. Et justement, là, dans ce livre-là, j'ai trouvé le rythme Ouais. des voitures et Ouais. votre rythme d'écriture aussi. C'est un rythme assez similaire. C'est heurté, c'est même parfois l'écriture est violente et puis elle s'adoucit et puis elle est heurtée à nouveau. Et, euh, et en fait, l'écriture, d'après ce que j'ai pu ressentir, c'est qu'elle va au rythme des pensées du héros, on va dire. C'est un héros bizarre, mais c'est un héros quand même. Et donc voilà, c'est aussi le rythme de cette écriture qui m'a accroché dans votre livre. Et donc je voulais savoir effectivement comment vous aviez créé, comment vous aviez écrit. Est-ce que vous avez écrit rapidement? Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps pour Alors, faire ce livre ou est-ce que c'est comme une chanson qui va vite ou est-ce que c'est voilà. ouais, alors c'est un peu tout ça, c'est-à-dire que c'est un roman que j'ai écrit en 9 mois, qui a été systématiquement écrit du début à la fin, et ensuite repris du début à la fin. Je pensais très souvent cette image, mais c'est comme un sillon, quoi, dans un champ, où on trace le sillon, et puis on revient, on plante les graines, et on revient, et on élague, et on revient. Et c'est un... En fait, ce qui m'intéressait dans cette écriture, parfois heurtée, parfois douce, c'est que l'écriture accompagne ce qu'on raconte. C'est-à-dire que lorsqu'on est lorsqu'il est dans un moment de rage, pour moi, c'est évident de trouver des manières de dire et des phrases et des rythmes et des respirations qui sont très saccadés. Lorsqu'il est dans un moment de douceur et où il se lâche, d'essayer de trouver des assonances, des allitérations, des choses qui vont faire que dans la sonorité même des phrases, dans la manière dont elles sont construites, on se relâche aussi. Et je crois vraiment que moi, ce qui m'intéresse, en fait, l'écriture m'intéresse plus que l'histoire. Pourquoi? Parce que je crois que mon besoin d'histoire, il est largement rempli par les films, il est largement rempli par les séries, il est largement rempli par même les, euh, les, les émissions de télé-réalité. Tout ça, en fait, mon besoin d'histoire, il est rassasié par tout ça. Et je crois que ce que la littérature peut peut en tout cas m'apporter, mais peut-être à d'autres, nous apporter de plus, c'est vraiment les mots, c'est les phrases, c'est les sonorités, c'est la petite voix qu'on crée dans la tête au fur et à mesure. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Excusez-moi pour tous ces bruits chez moi de téléphone. Pas Les de gens ont souci. décidé de m'appeler à ce moment-là, c'est toujours comme ça. Et justement,
En ce qui concerne le vocabulaire, enfin les phrases que vous avez utilisées, c'est vrai que vous avez des phrases très courtes, puis après un peu plus longues. Et puis, j'avais entendu dire que vous aviez écrit aussi des chansons avec donc un style rap, on peut dire ça comme ça. Donc peut-être aussi que ça ressemble un peu à ça, votre Ouais, bien sûr. manière de faire. Ouais, bah de toute façon, j'écoute les phrases quand j'écris. Vraiment, pour moi, une phrase elle est juste lorsque elle sonne et lorsqu'elle sonne bien, et une page est bonne lorsque elle sonne dans la tête. Et donc vraiment, pour moi, c'est très important, même si là où ça se détache du rap, c'est que le rap, il y a il y a une mesure. On est très souvent sur du 4-4, 4 mesures, 4 mesures, 4 mesures. Et donc on est encore plus sur un travail d'orfèvre, je crois, que sur un roman. Mais pour moi, c'est voilà, j'écoute ces trucs-là. Je crois que parfois, malgré moi, ça ressemble plus à du jazz, même si j'écoute pas de jazz et je suis pas du tout un grand amateur de jazz, mais du jazz dans le sens où le jazz va passer de 4-4 et d'un seul coup va doubler, va se permettre d'être hors rythmique sur des contretemps. Et donc peut-être que ça ressemble plus à ça. Mais oui, j'essaie toujours. Et puis un truc qui moi me fascine dans le rap, c'est la capacité de dire une montagne de choses en une seule phrase très courte. Et donc pour moi c'est un peu une quête. Je crois pas que j'y arrive encore, mais ce qu'on appelle dans le rap la punchline, c'est-à-dire une phrase qui d'un seul coup va exploser des dizaines de choses en 8 mots. Et je crois que je suis un peu dans cette quête-là, même si j'y arrive pas. Et puis c'est peut-être pas grave de pas y arriver. Mais voilà, d'arriver à avoir une phrase qui, par la sonorité et par le fond, d'un seul coup, en une phrase, tout explose de l'intérieur. D'accord. Et là, actuellement, vous êtes à Gagny. Oui. Et quel est le but, justement, de cette résidence à Gagny? Ouais, je fais 2 choses à gagner. Je fais d'abord une première résidence, justement avec les bibliothèques du 93, que je remercie à la fois pour l'invitation là et puis aussi pour la résidence, où je suis avec 2 réalisateurs, Bijan et Paul, qui tous les deux donc vont réaliser un film avec des élèves de 6e, et moi j'accompagne ces élèves dans l'écriture. Donc on a fait des ateliers d'écriture, donc c'est avec le collège Théodore Monod. On a fait des ateliers d'écriture d'abord pour s'amuser avec l'écriture, pour se sentir à l'aise avec l'écriture, et puis aussi avec la lecture. On a rappé, on a scandé, on a lu, on a chuchoté, on a crié, on a fait plein de choses. Et là, on va enregistrer des textes qui sont autour du silence, de la notion de silence et de bruit, pour faire les voix off du film que feront donc Bijan et Paul avec les élèves plus tard. Ça touche dans 2 séances à sa fin, pour moi en tout cas, pour la partie écriture. En parallèle, je suis à Gagny avec les ateliers Médicis, que je salue à l'occasion, et que je remercie aussi pour leur résidence. Et là, c'est avec un centre d'addictologie, où là, on écrit sur, c'est assez large. On a commencé par des choses très personnelles, puis là, on va vers des choses plus de l'ordre de la fiction, plus de l'ordre de l'engagement, plus de l'ordre d'une affirmation qui leur est propre. Et dans ces ateliers, toujours, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le thème sur lequel on va, c'est plus le fait d'écrire et de lire et de partager. Ça paraît très naïf dit comme ça, mais pour moi, ça s'arrête là, parce que il y a pas de. Je sais qu'il y a des écrivains qui parfois écrivent, des auteurs ou des autrices qui parfois écrivent par rapport au sujet de leur prochain roman. Moi, ça m'intéresse pas du tout, et même ça me fait peur. J'aurais l'impression de faire du pillage, c'est-à-dire d'aller voir des gens dépressifs qui sont en état de dépression dans un hôpital psychiatrique, et de leur demander d'écrire sur leur dépression parce qu'on veut écrire un roman sur la dépression. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur du pillage de pensée, pillage intellectuel, pillage sensible. Non, pour moi, il faut vraiment que ce soit un truc qui est propre aux personnes de l'atelier. Moi, j'essaie d'apporter des billes
Puis j'essaie surtout d'apporter une oreille. Et voilà. Et ensuite commencera avec les ateliers Médicis un autre cycle, toujours à Gagny, au collège Théodore Monod, où là je vais travailler avec des classes Ulysse, des classes et des classes relais. Donc c'est des classes en décrochage scolaire, mais c'est des élèves qui ont le grand courage de, de quelque part se déclarer eux-mêmes en décrochage scolaire. C'est-à-dire que c'est sur la base du volontariat, et c'est eux qui décident de participer à ces classes pour essayer de raccrocher les wagons de ce système très, très cloisonné qu'est l'école. Et là-bas, on va écrire, avec les classes Ulysse, on va écrire sur les émotions. Donc, la tristesse, la rage, la colère, la joie. Et encore une fois, c'est qu'un thème, donc c'est que un prétexte. Et avec les classes relais, je sais pas encore. On va découvrir ça ensemble, je crois. Et c'est ça que je préfère. Ce qui est intéressant aussi avec ces élèves-là, c'est qu'à partir du moment où on commence à voir où sont leurs difficultés, sont déjà beaucoup plus abordables finalement. Et leur violence peut peut-être s'exprimer autrement. Oui, et puis je crois que, enfin moi, d'expérience, et quels que soient les, j'ai pu faire des ateliers dans des collèges, des lycées, des prépas, des universités, des MEX, des CFA, des médiathèques, des centres d'addictologie, des centres pénitentiaires, enfin plein de structures différentes. Et très souvent, les participantes et les participants avec lesquels ça coince le plus, c'est ceux et celles qu'on dit trop scolaires. En fait, les ateliers, c'est une manière très souvent pour toutes celles et tous ceux qui rentrent pas dans les clous de l'école, l'école de la République, et de trouver une manière de s'y retrouver. Et très souvent, moi, les élèves qui sont les plus brillants, c'est ceux qui ont des problèmes, justement, dans le cadre scolaire. Et pour moi, ça pose beaucoup de questions. Ça pose la question, en fait, pas de ces élèves, et pas de leur violence, et pas leur violence supposée, ou leur inadaptation, quoi que ce soit. Pour moi, ça pose plus la question de cette école de la République qui propose un rail. Et si on est sur ce rail, tout va bien se passer, les portes vont s'ouvrir. Et si on est 1 centimètre à côté de ce rail, ça va très vite dérailler. Alors que c'est des élèves qui très souvent ont des milliards de choses à dire et sont brillants et très intelligents. Peut-être parfois bien plus intelligents que tous ceux qui sont très scolaires. Métallisé, gris métallisé, encore, bien rapide. J'avais pas vraiment prêté attention au bruit du moteur dans le lointain à cause de la vieille, ça m'a presque surpris. Elle non, toujours à marmonner. Je retire une latte pour la peine et regarde les sillons qui courent sur sa peau, le long de ses bras, tournent autour de ses coudes nus dans sa robe blanche à fleurs roses. Oui, la robe a dû être blanche un jour, et les fleurs roses. Et puis, à mesure que ces sillons se sont creusés sous sa peau, à mesure des écorchures, hématomes, échymoses et vaisseaux sanguins éclatés, à force qu'elle s'est pété la gueule, à mesure que les corps marquaient, la robe est passée par toutes les teintes de beige. Le mari a eu beau mettre tout ça à la machine, tout est devenu de plus en plus beige. Toutes ces robes, elle doit en avoir 4 ou 5. Excusez-moi, 4 ou 5 toutes beiges, et les fleurs avec. Une fois, elle en a mis une qu'on ne lui connaissait pas, une d'un blanc éclatant de nulle part, sans fleurs mais avec des dentelles et voilures. Elle errait comme à son habitude, comme dans la rue, et avec un sourire jamais vu entre ses sillons. Son sourire. Elle était belle. Je m'en souviens. Mais ce matin, elle a l'une de ces robes qu'on confond entre elles, et qu'on voit tout le temps, beige, délavée, et il y a des sillons qui courent en dessous, disparaissant sous le tissu et s'enroulant sur les nœuds de ses coudes et ceux de ses genoux, énormes nœuds comme ceux du gros chêne en contrebas, après le virage de la route des grands champs. Il en a vu passer des comme vous, mes petits lapins, disait le père Mandrin, comme il nous voyait, essayer de grimper dessus, juste avant de nous décrire tous les corps en charpie retrouvés de part et d'autre du tronc, en contrebas, dans le fossé, coincés dans les branchages, et même, à plusieurs centaines de mètres de là, dans le champ derrière. C'est qu'il a plus de 50 ans, et qu'ils ont dû tracer la route en fonction de lui, parce que rien à faire, il bougerait pas le gros chêne. Alors ça donne un virage sec,
pour le contourner, et lui, qui est là, planté, planqué, à attendre en contrebas, à l'abri des regards, guet-apens pour chauffard, alcoolique notoire ou étranger du Sud 77. Faut vraiment être du coin pour savoir qu'il est là, à t'attendre, dans l'angle mort. Un vrai tueur. Alors le père Mandrin nous disait toujours de le laisser tranquille, le gros chêne, d'aller jouer ailleurs et surtout, pas dans le virage, que c'était dangereux. Mais nous, on n'a jamais rien vu de ça. Des corps partout et des carlingues fumantes, la charpie qui sent la peau cramée et les cris. Juste de l'écorce énorme à embrasser, le nez dans le bois et son odeur forte. Coller son buste au tronc, ouvrir ses bras au maximum pour l'enlacer et lui faire le tour, ne pas y parvenir, alors se mettre à 2, puis 3, et tenter de grimper ensemble la petite bande en se serrant fort les mains, paumes rouges, phalanges blanches, le bout des pieds dans les rainures, chuter tous les 3. Avant de terminer, Marin Fouquet, donc on peut parler de votre prochain roman, qui est encore en cours d'écriture, si j'ai bien compris, et qui va se passer dans la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, sans tout nous dévoiler, évidemment Oui, effectivement, il va se passer en Seine-Saint-Denis. Ça va se passer en Seine-Saint-Denis. On va le comprendre parce qu'il y a quelques noms de villes qui vont être lâchés ci et là, mais c'est pas le plus important. Contrairement au fait que pour moi, lorsque j'ai écrit 7-7, le plus important c'était dans le 7-7, et d'ailleurs quand c'est sorti, je me suis dit mais à qui est-ce que ça va parler? Et je me suis rendu compte que des 7-7, en fait, il y en avait partout en France. Il y a plein de gens qui m'écrivaient de la campagne autour de Bordeaux, de la banlieue de Toulouse, de la banlieue de Nantes, qui me disaient c'est dingue, ça se passe dans le 7-7, mais ça ressemble à chez moi. Parce que je crois que des endroits comme ça, dits périurbains, il y en a partout en France. Et c'est d'ailleurs l'essentiel du territoire. Mais donc là, ça va se passer dans le 93, mais en fait, ça va se passer dans un commissariat, exactement. Ça va s'appeler GAV, ça va se passer pendant 24 heures de garde à vue. Dans un commissariat du 93, ça va être 7 personnages, 7 points de vue qui vont se croiser dans ce commissariat, dans ces cellules de commissariat. On va comprendre pourquoi est-ce que chacune d'entre elles se sont retrouvées là. Et ça va être un espèce de portrait en creux de notre société. Un portrait par ces parias, par ces gens qui sont mis soit ad vitam aeternam, soit de manière temporaire pendant 24 heures à l'orée de notre société. Ce moment où on te dit tu es privé de tes droits, droit de te déplacer, droit de communiquer, droit de manger quand tu veux, de boire quand tu veux, d'aller aux toilettes quand tu veux. Et puis pour certains et certaines, plus que ça. Droit de vie ou de mort, parce que nos commissariats en France sont aussi, pour certaines personnes, essentiellement des personnes racisées et des personnes paupérisées, si on peut dire ça. Et ben un endroit où la vie est questionnée, où on peut mourir. Donc ce qui m'intéressait, c'était aussi comment est-ce que dans cet endroit où on est censé être privé de ses droits, comment est-ce que certains privilèges s'appliquent toujours? Comment est-ce que l'enfermement, l'intérieur, n'est que le reflet de l'extérieur? Comment est-ce que notre société enferme déjà depuis l'extérieur, dans des classes sociales, dans des assignations de genre, dans des assignations racialisées, racisées? Comment est-ce qu'en fait la garde à vue n'est qu'un reflet de ce qui se passe tous les jours à l'extérieur, un reflet grossissant. Et donc c'est vraiment ça qui m'intéressait, les rapports bien sûr qu'il y a à la virilité dans ces commissariats. Il y a certaines personnes qui vont en garde à vue pour se prouver quelque chose, à leur classe sociale, prouver leur virilité. Comment est-ce que d'autres, c'est juste un enfer qui se répète, d'être contrôlé 5 fois par jour et de se retrouver en garde à vue une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois par an, et que c'est juste un passage comme ça, comme Sisyphe qui pousse sa boule, quoi. On y retourne. Et comment est-ce que certains, c'est un endroit décisif,
parce que c'est la case prison, parce que c'est la case qu'on dit bavure, mais la case mort ou la case violence, la case humiliation. Et donc voilà, toutes ces choses qui jouent, ça c'était un peu ma clé d'entrée. Et ce que j'ai découvert pendant l'écriture du roman, ça a été aussi le métier de policier. Et ce à quoi ça se heurte. Des violences qui se créent aussi. Et ça, j'en parle comme malgré moi, parce que j'y suis rentré plus comme un roman anti-flic. Et je me suis retrouvé en me penchant là-dessus, en lisant des témoignages, en regardant des reportages, en lisant des choses. Je me suis retrouvé face à une réalité de métier et à une autre réalité qui est que c'est un des métiers de la fonction publique où il y a le plus de suicides, où il y a le plus de dépression. Ça, quasiment ex aequo avec le métier de prof, mais on est vraiment sur le suicide. Chez les profs, il y en a, mais on est beaucoup moins dans un suicide lié à la profession directement. C'est-à-dire, les policiers se suicident avec leur arme de service. Ça veut dire quelque chose. C'est la même chose que dans le 93 à Pantin, il y a une institutrice qui s'est suicidée dans sa salle de classe. Ça veut dire quelque chose. Et de la même manière que par arme de service, ça veut dire quelque chose. L'acte de se retirer la vie par l'arme de son travail ou dans son lieu de travail, c'est clairement un truc qui dit c'est là que je fais mal. Et il y a beaucoup plus de suicides par arme de service que dans des salles de classe. Et ça dit en fait pour moi quelque chose d'une complémentarité du problème, d'une complémentarité de la violence, où la violence elle est à la fois sur une partie de la classe sociale, elle est toujours dirigée sur la même partie, enfin, je veux dire, les contrôles d'attestation, de couvre-feu à la sortie de Franprix, ça s'est fait dans le 93 et nulle part ailleurs. Les contrôles extrêmement violents par rapport aux attestations, ça s'est fait dans le 93 et nulle part ailleurs. Et ça, c'est, je crois, vraiment un truc qui est dans le 93. Pourquoi ? Parce que déjà, en Île-de-France, c'est l'endroit où il y a l'essentiel de la police. Plus de la moitié des forces de police sont développées sur ce territoire qu'est l'Île-de-France. Et l'essentiel des contrôles se font dans le 93, qui est le territoire le plus pauvre de l'Île-de-France. Je crois que politiquement, ça veut dire quelque chose. C'est une pressurisation d'une classe sociale bien particulière. Et donc, moi, je rentrais avec ce truc-là, puis je me suis rendu compte du coup de peut-être de ce qui était vécu et mal vécu au sein de la police, et d'essayer de montrer ça en répondant, de montrer que il y a une violence policière. Tout ce truc de dire qu'il n'y a pas de violence policière, c'est lié à un nez au milieu de la figure, un nez ensanglanté au milieu de la figure. Et ça ne peut que exister dans la bouche des politiques, rien d'autre. Il y a une violence policière, qui est d'ailleurs une violence systémique. D'ailleurs, je crois sincèrement que la police, elle est basée là-dessus. Elle est basée là-dessus, pourquoi ? Parce que la police, c'est la violence d'État. Donc c'est la violence qui est soi-disant légitime. Or pour moi, il n'y a pas de violence légitime. Il y a une violence policière, mais qui s'applique des deux côtés. Il y a une violence policière qui s'applique de la police sur une partie de la population, qui est une partie de la population racisée, qui est une partie de la population paupérisée, qui est une partie de la population militante aussi, parce qu'il y a une violence policière sur les femmes lorsqu'elles sont féministes, qui est une violence très particulière. Et il y a une violence policière aussi de l'État sur la police, qui est de les faire travailler dans des trucs où qui franchement, niveau salubrité, ça se joue ex aequo avec l'état de nos prisons, avec des heures qui sont invraisemblables, des heures non payées, qu'on ne peut pas comprendre, des violences récurrentes et aucune cellule psychologique derrière, en dehors. C'est-à-dire que oui, tu peux aller chez le psy, mais il y a des chances que ça remonte à la hiérarchie. Donc oui, si tu as vu un môme mourir sous tes yeux parce qu'il s'est jeté d'un balcon et que tu es choqué parce que tu l'as vu et que tu n'as rien pu faire, tu peux aller voir le psy. Si tu déclares ne serait-ce qu'un soupçon de comment dire,
de fébrilité à l'endroit qui est encore une fois de la virilité, parce que c'est ça qui est en jeu. Hein, un homme ou même une femme qui va craquer face à ces trucs-là, on va dire, elle est pas prête pour ce métier, elle n'est pas faite pour ce métier. Clac, tu sors. Donc voilà, il y a tout un dysfonctionnement, mais qui est de l'ordre de l'État et qui, plus moi je cherche, plus je me pose la question de ce dysfonctionnement qui coûterait pas grand-chose en fait à rétablir. À quel endroit est-ce qu'il sert aussi? À quel endroit du coup est-ce que ces flics poussés à bout? Et quand je dis poussés à bout, c'est à la fois émotionnellement, psychologiquement, et aussi poussés à bout dans des extrêmes. On a quand même un organe d'État qui à je sais plus 50% se dirige vers des choses comme le syndicat Alliance qui sont proches de l'extrême droite, donc qui sont en fait des pensées qui ne sont pas des pensées démocratiques. Donc on a des gens payés par l'État qui sont poussés au fur et à mesure vers une pensée qui, elle, est antidémocratique. Où est-ce que ça sert? Comment ça sert? Bien, Mara Fouquet, merci. Donc on a hâte de découvrir ce prochain roman. Il y a une date de prévue déjà. Vous saurez à peu près quand Oui, c'est fin août 2021, et si je dis pas de bêtises, ce sera le 28 août 2021 pour la rentrée littéraire Actes Sud. Très bien, merci beaucoup. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je propose que nous nous arrêtions là-dessus. Et puis Ok. donc, je vous remercie donc au nom de toute l'équipe de la médiathèque, pour notre public. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup Martine aussi d'avoir participé. Oui, Bah, je merci voulais dire beaucoup. une dernière chose avant, Oui, puisque vous parliez du commissariat. Et effectivement, on remarque encore une fois que la classe populaire, la classe pauvre, c'est la classe dangereuse. Et c'est déjà des choses qui existaient au 19e siècle. Il y a beaucoup de choses qui se transforment, qui Bah montrent oui, bien qu'effectivement le système dont vous parliez, il ne fonctionne pas, quoi. Ça fait depuis 2 siècles qu'il est là et qu'on est clairement. toujours devant les mêmes choses. Bien sûr, et bien plus proche de nous, il y a ce qu'on connaît sur tout le territoire, mais qui s'appelle la BAC, qui est à la Oui, c'est base ça. un truc qui a été créé uniquement dans le 93. Et enfin, la BAC Nord, ça s'appelait. Enfin, il y avait en fait, ça s'est hérité directement d'un truc dont j'ai plus le nom, mais qui en fait était une brigade spécialisée dans les bidonvilles de Nanterre, mais aussi dans tout le 93. En fait, qui était, le nom est assez violent. Je crois que c'était euh, quelque chose comme la brigade. La brigade de surveillance des Maghrébins. Je crois que c'est clairement ça que ça s'appelait, un truc comme ça, et qui était un truc donc qui a été créé pour ça et qui était directement inspiré et coordonné par un type, le coordinateur, le créateur de ce truc-là était un type qui a travaillé en Algérie pendant la guerre d'Algérie et pendant la colonisation de l'Algérie. Donc on a clairement un truc qui est relié, mais c'est même pas dans un fantasme d'anarcho ou dans un fantasme d'intellectuel. On est vraiment sur un truc créé par un type qui a opéré sur ce qu'on appelle le théâtre des opérations algériennes. Théâtre, le mot est assez étrange. Et donc voilà, donc on est clairement sur un truc clairement colonial et ensuite néocolonial. Et la brigade nord-africaine, on me dit c'est exactement ça, les brigades nord-africaines. Donc les BAC, la BAC, et donc la première BAC, la BAC Nord, la BAC 93, et ensuite dans tout le territoire, c'est clairement les brigades nord-africaines, rien de plus. Et ça en dit long. Et oui, je crois que c'est à la fois les personnes pauvres, mais je crois qu'il faut pas se nier, il faut pas se voiler la face, parce que dire que ce serait que les paupérisés serait se voiler la face, les personnes racisées. Parce que si on a une personne racisée avec plein de thunes, mais qu'on se balade dans le 93 dans sa voiture, qui est sa propre voiture, eh ben on va se faire arrêter et on va avoir le même traitement qu'une personne pauvre parce que on est racisé et qu'on a une belle voiture et que c'est pas normal. Et ça paraît cliché de dire ça, mais c'est une réalité tout ce qu'il y a de plus basique, parce que dans l'ADN même de la BAC et qui a diffusé dans la police,
eh ben, il y a une ADN qui est purement raciste, et plus que raciste, qui est de l'ordre de la colonie. Toujours dans une colonisation, mais une colonisation intérieure. Et on traite toujours des personnes qui sont nées en France, dont leurs parents sont nés en France, qui sont français depuis 1, 2, 3, 4, 5 générations, on les traite toujours comme des colonisés de l'intérieur. Et ça se voit bien à chaque émeute de banlieue, où d'un seul coup, on a une répression qui est exactement la même qu'en Algérie, qui est la même que dans certaines zones qu'on avait délimitées comme les quartiers arabes d'Algérie, ce qui, à entendre, est quand même assez dingue. Quartier arabe d'Algérie, enfin déjà, arabes, les Algériens ne sont pas arabes, arabes c'est ailleurs, et encore même ce qu'on considère comme arabe, bah, bien sûr ils sont légitimes à être en Algérie, enfin bref, tout ça c'est des aberrations, mais on considère d'un seul coup se met en place des moyens d'action qui sont des moyens d'action de colons. Et sur notre propre territoire, on est dans de la colonisation. Eh bien, merci, merci Marin Fouquet, merci à tous. Donc, nous allons nous quitter là-dessus. Donc, je vous souhaite à tout le monde une bonne fin de journée. Et puis voilà. Et bien, à bientôt. Je vous invite à venir à la médiathèque de Gagny pour emprunter 77. D'autres livres à consulter aussi, là, évidemment, le programme du Festival Hors Limite, parce qu'il y a plein de rencontres passionnantes qui se passent dans d'autres médiathèques. Ben, merci à vous, merci pour cette invitation, et merci à vous toutes et vous tous d'avoir été présents pour écouter. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.